Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture pour cette émission, les controverses de tram. Le thème, comment développer la qualité des relations humaines dans les fermes. C'est un vrai sujet, on ne l'aborde pas vraiment. Eh bien nous, on va l'aborder ici en direct avec Pascale Cros. Bonjour Pascale. Bonjour. Vous êtes agricultrice en Charente-Maritime. Et où À côté de précisément? Saintes, à Tézac, exactement. Bon, c'est une belle région. À vos côtés, Jean-Marie Serroni, agroéconomiste. Bonjour. Qui publie des livres, dont le dernier est 2041, l'Odyssée paysanne pour la santé de l'homme et de la planète. Voilà. L'homme avec un grand H. tout un projet. Antoine Carré, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé des missions, des relations humaines au sein de Tram, ça tombe bien. Ça tombe très bien. C'est pas Très pour très rien que bien. vous êtes là. Très très bien. Et puis juste à vos côtés, Eddie Fougier, politologue, que Bonjour. j'ai toujours autant de plaisir à accueillir dans nos émissions. Antoine, à vous l'honneur, vous allez camper un peu le débat. Alors, controverse de tram, comment développer la qualité des relations humaines dans les fermes? À partir du moment où on pose cette question, c'est qu'on a admis le fait qu'il faut les développer. Il est important de les développer pour la qualité de vie de l'ensemble des acteurs qui interviennent sur une exploitation agricole, sur une ferme, qu'ils soient agriculteurs, agricultrices, qu'ils soient aussi salariés agricoles de la production, vachers, porchers, pour accroître cette qualité de vie et éviter que des situations d'épuisement professionnel puissent atteindre l'un ou l'autre de ces acteurs. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui se cultive, ce n'est pas inné. Pascal, c'est pas parfait les relations au sein des fermes? Ah, les situations sont très diverses. Il y a des fermes sur lesquelles les équipes de travail sont en cohésion, travaillent très bien ensemble et sont donc productives. Et puis il y a des exemples où les agriculteurs comme les salariés regrettent que les relations humaines détériorent la qualité de vie au quotidien et les empêchent d'assurer leur travail et de continuer avec passion. Ce qu'on dit souvent, c'est que les agriculteurs, si on regarde la relation chef d'employeur, enfin employeur et employé, c'est pas les rois du management. Eh bien, la question, c'est que est-ce qu'on est formé à encadrer des équipes? Et tout d'abord, ça passe par avoir un projet le plus clair possible, donc obtenir l'adhésion de tous ceux qui travaillent avec nous sur les fermes. Moi, agricultrice, je ne peux pas juste me projeter toute seule. Il faut que j'emmène avec moi et que des gens aient envie de s'investir dans la ferme. Donc, on est vraiment dans... Il faut sortir de l'idée que ça peut être inné, comme disait Antoine à l'instant. Il faut une boîte à outils et il faut la remplir doucement mais sûrement. Jean-Marie, avec ta longue carrière, ce regard, ce recul que tu as, tu partages ou pas? Moi, je partage complètement le fait que les relations humaines, c'est un élément majeur dans l'exploitation agricole. Comme le disait Antoine, sur la qualité de vie, la résistance au stress, à toutes les perturbations de l'environnement, mais aussi pour les performances de l'entreprise, entreprise agricole ou autre entreprise. Quand on rentre dans un commerce ou quand on rentre dans un café, on sent tout de suite si c'est fluide entre et on est bien, ou on sent si c'est la guerre et on a envie de se tirer, quoi. Et ben, dans une ferme, c'est un peu pareil. Et le management? Et alors, le management, effectivement, c'est la relation. Il y a quand même de la technique, il y a des choses à savoir, mais je vais rassurer... je veux dire, il n'y a pas que les agriculteurs, quand ils démarrent dans leur métier, qui n'ont pas été formés à ça. Moi, j'ai une formation d'ingénieur. Tu as eu le charme de préciser que c'était il y a longtemps. Mais j'ai même pas précisé. Oui, tu dis ta longue carrière, donc voilà. Et quand je suis sorti de l'école, je n'y connaissais rien du tout sur les questions de management. Et j'ai commencé à apprendre le management de la façon dont j'étais managé, ce qui me montrait ce que j'avais envie de faire et ce que je voulais surtout pas faire. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir tôt des responsabilités et de suivre des formations, mais dans la vie professionnelle. Et je pense que pour les agriculteurs, je ne crois pas qu'il faille chercher à mettre ça dans le secondaire ou les BTS, etc. C'est après, c'est quand on est en situation, qu'on sent le besoin et qu'on va se former. Mais ça peut s'apprendre aussi à l'école. On ne peut pas tout apprendre à l'école. À mon avis, à l'école, il faut apprendre les bases scientifiques. Oh là, et c'est compliqué, pour l'agriculture.
Pascal. Je porte quelque chose de plus anticipé, effectivement. À la fois, vivre ensemble, ça s'apprend très 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 jeune, avant même que d'apprendre à travailler ensemble. Et c'est, j'ajoute, une double responsabilité. C'est pas simplement nous, chefs d'entreprise, agricultrices, agriculteurs, qui devons avoir un bagage et savoir où on veut mener notre entreprise et avec qui, mais c'est aussi en tant que collaboratrice, collaborateur, quelle est ma posture, c'est quoi travailler ensemble. Donc je suis, j'avoue, plus adepte de s'y prendre le plus tôt possible. Eddy, avec ton regard extérieur au monde agricole, même si tu connais bien les agriculteurs. Je pense que ce qui est important aussi, c'est qu'il y ait un projet commun et qu'il y ait aussi une incitation du côté des salariés et de ceux qui travaillent avec les chefs d'exploitation, le sentiment d'aller dans le même sens. Et ça, c'est quelque chose qui me semble absolument essentiel. Et d'où la difficulté que l'on a connue dans les périodes récentes sur le fait qu'il y ait des questions existentielles que se sont posées les agriculteurs et qui se sont posées à l'agriculture française, et le fait qu'il y ait aussi beaucoup d'agriculteurs qui décident d'arrêter ou qui décident d'inciter leurs enfants à ne pas reprendre l'exploitation. Donc il y a la question, pour moi, la question du projet, où on va. Au-delà du vivre ensemble, il y a ça, c'est une dimension absolument essentielle, parce que si on ne voit pas le projet, et très souvent dans beaucoup d'organisations non agricoles, il y a des réformes, mais on ne voit pas trop le sens des réformes. Je ne parle pas de retraite, hein, quoique. Si on n'arrive pas à faire adhérer l'ensemble des parties prenantes à cette réforme et à l'idée qu'elle est nécessaire parce qu'elle va dans le bon sens, ça ne suit pas. Et donc ça, c'est un élément absolument essentiel, et y compris dans le monde agricole. Antoine. Quelque chose qui nous parle beaucoup à nous, la notion de projet commun. On a travaillé depuis quelques années à Tram dans des groupes de travail qui ont réuni des salariés agricoles de la production, des agriculteurs, des agricultrices. Et on a établi par le passé une liste de 7 points de vigilance pour accroître la bonne relation humaine au sein de l'entreprise. Et le premier point de vigilance, c'est le point de vigilance sur un projet commun et partagé. Et ça également, c'est ce que dit Eddy, si l'ensemble des acteurs ne regardent pas dans le même sens, eh bien, on n'arrivera pas à actionner les transitions. Qu'elles soient agroécologiques, alimentaires, ça ne sortira jamais. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas toujours des projets formalisés clairement chez les agriculteurs. Ils reprennent l'exploitation, c'est déjà le projet. Oui, mais c'est déjà un projet, et quand des agriculteurs s'associent, GAEC, quand des agriculteurs s'associent en magasin de producteurs, il s'agit pour nous de les accompagner sur la définition de leur projet commun, le socle de valeurs qu'ils partagent, leurs objectifs, la finalité à laquelle ils veulent arriver. S'ils ne sont pas accompagnés par une tierce personne, on n'arrive pas à formaliser tout ça, et le formaliser par écrit. Et aujourd'hui, avec la méta, ce sont des vrais projets sur lesquels il faut justement créer du lien, parce qu'on développe, on investit des sommes considérables. Oui, ça c'est très important. Et au-delà de ce projet commun, c'est d'être d'accord sur un certain nombre de choses. Ça va être les règles, par exemple. Ça va être la manière dont on va se dire les choses. Si on n'est pas d'accord, on a tout à fait le droit de se le dire, mais en se respectant, en ayant développé une relation d'adulte à adulte, sans être dans quelque chose qui est paternaliste ou qui est en soumission. Voilà. Et il va falloir vraiment... Tu voulais parler, Jean-Marie? Dans ce que dit Antoine, je crois que c'est vrai dans l'agriculture, mais c'est vrai dans toutes les entreprises. Il faut bien séparer, comme tu l'as fait, les objectifs et le projet. On peut avoir des objectifs différents et contribuer au même projet. Et donc, il faut bien clarifier, et ça, effectivement, ça demande quelque part peut-être un effet miroir d'une personne extérieure. Et c'est d'autant plus vrai quand on est en société. Moi, quand j'étais sur le terrain, j'étais effaré du nombre de sociétés, de GAEC, qui marchaient très bien économiquement et qui d'un coup ne marchaient plus parce que les gens ne s'entendaient plus et qui explosaient. À tel point que d'ailleurs on avait mis il y a 15 ans déjà un accompagnement là-dessus. Et donc il faut définir les objectifs, caler le projet, mais après il faut un minimum tu l'as dit, de formalisme du projet, mais surtout de structuration, c'est-à-dire au moins une fois par an, c'est l'AG pour un GAEC, c'est pas uniquement un aspect comptable, c'est se donner un temps formel où on se pose et on revérifie
que par rapport aux objectifs, on est bien en phase. Les objectifs, on est associés tous les deux, nos objectifs personnels peuvent avoir changé en fonction de notre vie, de notre conjoint, et on en parle et on peut continuer à travailler ensemble en ayant des objectifs qui ont évolué et qui ne sont pas forcément les mêmes. Mais à partir du moment où c'est clarifié, on peut continuer à avancer. Si on ne le clarifie pas, on est sûr qu'un jour ou l'autre, ça explose. Et le monde agricole, c'est pas toujours clair d'ailleurs, hein. On a du mal à l'exprimer. Quand il y a du renouvellement, un associé part, un autre arrive, une génération passe, c'est le fils qui reprend la place du père. Dans un magasin de producteurs, un producteur se retire, d'autres arrivent, et on ne prend pas forcément le temps de refonder tout ça. Nous, c'est un travail, par exemple, que j'ai fait avec un magasin de producteurs et qui nous a apporté beaucoup à tous, parce que justement, on est retourné chercher au fondement les valeurs qu'ils partagent et le projet qu'ils ont initié. Pascal. Ajouter que le projet ne se résume pas à quel atelier je vais choisir pour produire telle production. Ça, c'est pas un projet, c'est une partie de projet. Et je pense que c'est vraiment important aussi, au-delà de l'Assemblée Générale annuelle, quand on est entre associés en société, c'est d'associer tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices, chaque année, au minimum, à où on en est du projet. Et sur ma ferme, ça se résume à faire un séminaire annuel, toutes les équipes réunies, en disant voilà, on fait le bilan de l'année dernière, on se projette pour l'année prochaine en faisant évoluer le projet auquel tout le monde adhère. Et voilà, j'insiste sur le projet sous sa dimension vraiment très transversale. Il n'y a pas que le technique, il n'y a pas que l'économique, même si c'est évidemment des conditions pour mettre en production. Il y a aussi l'aspect donc social, sociétal, c'est-à-dire comment on embarque tout le monde et comment chacun s'y retrouve. Donc c'est de l'ordre de la motivation. Et Pascal, est-ce que tu es d'accord que les agriculteurs se plaignent ? Eh bien, c'est une tendance assez humaine, j'oserais dire. Peut-être que le monde paysan est particulièrement sujet à ça, mais il y a aussi des paysannes, des paysans qui voient le côté du verre à moitié plein. Oui, c'est vrai. Alors justement, Eddy, lui, il a fait un observatoire du positif. Oui, effectivement. Alors, au-delà, c'est vrai que les agriculteurs se plaignent un petit peu. Là, j'en parle, je vois ça dans ma famille. La plainte est un petit peu assez commune. Mais il n'empêche que quand on regarde, et c'est ce que j'essaie de faire par-delà l'agriculture, quand on regarde dans l'actualité, il y a, c'est pas uniquement anecdotique, il y a de plus en plus d'informations qui sont considérées, qu'on peut considérer comme positives. Et alors c'est pas uniquement le fait de regarder le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, mais c'est le fait de voir que ce qui est spectaculaire, c'est souvent négatif. Or, il y a un certain nombre de progrès effectivement qui sont peu visibles, mais qui montrent que beaucoup de choses vont dans le bon sens. C'est le cas sur le plan agricole, et d'ailleurs beaucoup d'agriculteurs se sont saisis de ça en créant des associations, France Agri-Twito, des chaînes YouTube ou d'autres initiatives, Agri-Demain qui n'est pas très loin d'ici. Et donc, il y a une prise de conscience aussi dans le monde agricole qu'on ne peut plus continuer avec ce long râle de plaintes qui est souvent porté par les syndicats, c'est leur rôle, mais c'est le bruit que l'on entend émanant du monde agricole dans l'espace public. Or, aujourd'hui, on voit aussi d'autres formes de messages beaucoup plus positifs, beaucoup plus constructifs, et il me semble que c'est le moyen privilégié pour se reconnecter avec la société, avec les citoyens, par-delà tous les débats qu'il y a eu sur l'agribashing ou sur d'autres sujets de controverse. Donc pour moi, c'est absolument essentiel. Et il y a un nouveau défi, c'est le renouvellement des générations. Jean-Marie, c'est vrai qu'il va falloir se parler parce que, on le sait, c'est pas uniquement avec la population agricole qu'on va relever le défi de la souveraineté alimentaire notamment. Il va falloir se parler parce qu'on va devoir inclure d'autres populations avec d'autres attentes et créer un effet d'hétérosis, une hybridation. Ben oui, le renouvellement des générations, il est important, il a toujours été important. À mon avis, il n'est pas plus important dans les années qui viennent qu'il ne l'a été dans les 10 ans qui se sont écoulés. Il y a moins d'exploitations à reprendre dans les 10 ans qui viennent qu'il y en a eu dans les 10 ans qui se sont écoulés. Et pourtant, tout le monde dit l'inverse. Ben oui. Et donc, d'où l'importance de décrypter les choses. Après, on sait qu'effectivement, il n'y aura pas assez de gens issus du monde agricole et il n'y aura peut-être pas assez de chefs d'entreprise, d'autant que beaucoup de fermes qui sont enfin, justement, ce ne sont pas des fermes à céder, mais des parts de société à reprendre, des actifs à reprendre. Donc, il faut bien différencier
la transmission de l'entreprise, du renouvellement des actifs. Et ces actifs, ça peut être de nouveaux associés, d'où les aspects de projet, de relations, d'objectifs, de bien discuter avant, comme quand on s'associe dans le monde en général. Mais ça va être aussi de plus en plus des salariés. Et donc là, c'est un autre type de relations. Donc il faut, comme une entreprise aujourd'hui, moi je me souviens quand j'étais jeune ou même en milieu de carrière, salariés ont cherché à trouver une entreprise. Aujourd'hui, c'est l'entreprise qui cherche à trouver des collaborateurs. C'est plus le salarié qui fait la danse du ventre, c'est l'entreprise. Et bien pour les agriculteurs, c'est pareil. Il va falloir apprendre à faire la danse du ventre. Je m'excuse de l'image un peu peut-être machiste, mais les hommes dansent très bien aussi. Donc de donner envie. Et on sait très bien, alors c'est contre-intuitif. Moi, je me souviens quand j'ai pris les fonctions de directeur, c'est totalement contre-intuitif. On se dit tous, il faut motiver les gens. On ne motive jamais personne. C'est la personne qui se motive. Et le rôle du manager, c'est de lui donner les éléments pour qu'elle se motive. Alors qu'on croit tous qu'on va motiver en disant « ouais, youpi, on y va par là ». Non, il faut le... Voilà. De même qu'on croit tous qu'avec avec du salaire qu'on motive les gens, eh ben non, c'est pas avec du salaire qu'on motive les gens. Quelqu'un qui est démotivé, on l'augmente, ça change rien. Par contre, quelqu'un qui a un problème de rémunération, qui a une sous-rémunération, ça démotive. Mais payer ne motive pas. Donc il faut qu'on intègre tout ça dans le rôle de manager. Je pense que tu es d'accord. Ouais. Agriculteur à Tram qu'on aime beaucoup qui dit c'est la fin du management à la papa, à la coup de pied dans le cul. Excusez-moi de ma vulgarité, mais on ne peut plus manager aujourd'hui comme ça. Il faut aller chercher la coopération de celui avec qui on est en relation, que ce soit dans une relation employeur-salarié, que ce soit entre acteurs d'un même magasin ou d'une même société. Et ça ce n'est pas inné, ça s'apprend, il y a des formations pour ça. Est-ce qu'il est vrai, Antoine, que les agriculteurs sont la population statistiquement la plus exposée au burn-out ? Alors, les statistiques le montrent, mais on est en train d'essayer de renverser la vapeur, de renverser cette inflexion. Si on démarre en agriculture en ayant connaissance que si on s'isole, si on est dans une mauvaise relation, et si on est le nez dans le guidon sur nos compétences techniques ou même nos compétences écologiques et environnementales, eh bien, on va passer à côté de la compétence humaine et cette performance, elle va en être diminuée. Et je pense que ce qui fait aussi qu'on peut actionner cette montée en compétences, c'est quand on s'appuie sur la dynamique collective. La dynamique collective va jouer comme une roue d'entraînement et va permettre aux uns et aux autres de prendre conscience de ce qu'il faut acquérir comme compétences. La question des compétences, j'ai envie aussi d'insister sur, par rapport à ceux qui cherchent et qui ne trouvent pas, il faut arrêter de chercher des bras en agriculture. Il nous faut accueillir des personnes entières, avec notamment un cœur et un cerveau. Parce que pour faire bouger des bras, il faut d'abord réfléchir, parce que si on ne réfléchit pas, on s'épuise physiquement et moralement. Donc je pense que c'est vraiment important aussi de remettre cette question-là au cœur, et en se disant que c'est, comme je disais tout à l'heure, une responsabilité partagée, et ça veut donc dire que nous ne pouvons plus accueillir des personnes par défaut ou en dépit d'autres choses. Il faut un vrai engagement, avoir envie de travailler en agriculture. Notre responsabilité d'agriculteur, d'agricultrice, c'est de donner envie, de mettre en place toutes les conditions pour que cet accueil soit durable et donne envie de rester. Mais voilà, il faut vraiment placer les choses au point de départ et ne pas seulement ensuite essayer de réagir. Jean-Marie ? Je suis complètement dans ce que tu dis. Et de manière plus globale, dans le discours général, je pense qu'il faut qu'on arrive à poser qu'on peut être agriculteur en étant travailleur indépendant, comme aujourd'hui, mais pas uniquement. Qu'on peut être agriculteur en étant salarié. Oui, et ça va à l'encontre du schéma syndical. Et ça va à l'encontre complètement de l'organisation syndicale et de tout le schéma. Sortir des statuts juridiques de chacun. Être exploitant agricole, être salarié agricole, ce sont des statuts qui relèvent de ressortissants MSA et quelle catégorie de cotisation s'applique à moi. Donc si on sort de cette logique de statut et qu'on rentre dans des logiques de métier, qu'on soit agriculteur indépendant ou qu'on soit agriculteur salarié, on exerce le même métier. On avait fait une émission Les controverses de Tram où justement on avait
un chef d'exploitation qui disait non mais moi j'ai envie d'être salarié agricole. Et il était avant exploitant, il a voulu devenir salarié parce qu'il n'avait pas envie d'avoir les contraintes liées au fait d'être la prise de risque, enfin le fait de dormir pas toujours facilement. Et lui, le métier salarié lui allait bien. Et juste en face, il y avait la vice-présidente, je crois, des jeunes agriculteurs qui, elle, était dans le schéma traditionnel plutôt de se dire je suis salarié et je veux m'installer. Alors moi je crois que c'est l'enjeu même de mettre le cœur, l'humain au cœur. C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Et oui, on a le droit de choisir, de s'impliquer plus ou moins. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une place tout aussi importante sur les fermes, mais ça peut être choisir de s'impliquer à la décision ou alors choisir de participer à l'équipe et ensuite à la mise en œuvre, que l'on soit ou pas à la direction d'équipe quand on est salarié aussi. Hein. Il y a de plus en plus de chefs de culture. Moi, je pense que si on met vraiment l'humain au cœur, on va développer le positif parce que automatiquement, à plusieurs, on va voir ce qu'il y a de positif. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans ma journée? Qu'est-ce qui s'est passé de positif aujourd'hui? Plutôt que de me plaindre de la météo, qui certes nous fait des petites embûches, plutôt que de se plaindre de l'eau qui ne tombe pas, c'est une réalité. L'idée, c'est de développer le positif. Et il y a quelque chose que je voudrais faire ressortir aussi et qu'on n'a pas l'habitude de développer en agriculture, c'est ce que j'appelle les signes de reconnaissance. C'est-à-dire savoir dire à son collaborateur pourquoi on est heureux de travailler avec lui. Jean-Paul, j'ai été très heureux d'être sur ce plateau avec toi aujourd'hui. Plaisir partagé. Plaisir partagé. Et je vais jeter le trouble un peu. Eddie Fougier, quand il a mis sur le devant la notion d'agribashing, il était invité toutes les semaines dans les assemblées générales des syndicats, etc. Depuis qu'il a fait un observateur du positif, disons que c'est un peu plus calme. Mais c'est assez logique parce que c'est pas simple d'être positif. Être positif, souvent on vous accuse d'être hors sol, d'être parmi les privilégiés, de manquer de compassion par rapport à ceux qui sont en difficulté. Ce n'est pas nécessairement ma posture. Moi, je revendique un réalisme, mais un réalisme qui part de la réalité, mais qui considère que aussi partir de la réalité, c'est porter son regard sur ce qui évolue positivement et sur les solutions. Or, ce que l'on voit effectivement dans le monde agricole, mais au-delà, c'est qu'il y a une foultitude d'initiatives qui existent avec beaucoup de chefs d'entreprise, mais aussi d'associations, mais aussi d'élus locaux, d'autres organismes qui ont décidé de résoudre un certain nombre de solutions sans attendre que ça vienne d'en haut. Et ça, il y a une révolution silencieuse, pour reprendre un concept bien agricole, qui se met en place et que l'on ne voit pas nécessairement. Et je pense moi, c'est ce que j'essaie de faire, de montrer que c'est ce qui se passe en ce moment. Et on le voit bien, encore une fois, sur le plan agricole, avec aujourd'hui des nouveaux porte-parole, des nouveaux représentants de ce qu'est l'agriculture, par-delà les acteurs traditionnels que sont les syndicats, les chambres d'agriculture. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça donne une autre image, et une image beaucoup plus positive, entre guillemets, même si je me méfie du terme. Pascal, toute dernière question. On a parlé de plein de choses dans cette émission, sauf qu'on n'a pas parlé de la famille. Et la famille, c'est pas toujours un cadeau pour travailler ensemble. Eh ben déjà, il faut choisir de travailler en famille. Si c'est imposé, c'est déjà très mal parti. Dans ma situation, on travaille en couple, on est 2 associés et 4 collaboratrices en groupement d'employeurs. Et évidemment, depuis 30 ans maintenant que nous travaillons ensemble avec mon époux, je peux vous dire que ça va de mieux en mieux. Mais ça va de mieux en mieux aussi parce qu'on cumule les tensions. Alors, on cumule les tensions, mais on apprend à faire des pauses, à séparer la journée de travail et la journée privée, on va dire. Et moi, j'insiste sur le fait que ça s'apprend aussi de travailler à plusieurs de toute façon, mais en famille encore plus. Ce n'est pas évident du fait qu'on se connaît mieux sous d'autres aspects. Et à partir du moment où c'est choisi et qu'on apprend à travailler ensemble, eh bien, les choses sont bien plus faciles. Et moi, j'oserais dire que pour nous qui travaillons depuis longtemps ensemble, ça serait encore débloqué il y a 4 ans quand nous avons fait la même formation, le même parcours de formation en management avec TRAM. Et ça a vraiment libéré notre collaboration autant qu'avec nos salariés, moi qui suis chef d'équipe. Alors, il y a ce que tu évoques, qui est l'agriculture conjugale, enfin le couple qui travaille ensemble. Et puis il y a ce qui est, à mon avis, encore plus compliqué, c'est l'aspect intergénérationnel. Ouais,
le père qui embête et le la fils fille qui veut ou faire évoluer son exploitation. ou le fils. Alors déjà, dans un premier temps, si le père est encore assez jeune, il s'associe ou la mère s'associe avec un enfant, donc il faut accepter de travailler ensemble. Et après, il faut accepter que le père ou la mère se retire, soit éventuellement en soutien, mais accepte que le jeune ou la jeune ou les jeunes fassent autrement, mais en même temps que les jeunes acceptent qu'il ne faut pas forcément faire le contraire de ce que faisaient les vieux. Donc c'est compliqué tout ça. Ouais. Il y a 4 mains sur le volant et il y a des aides à l'installation et pas au départ. Avec le monde qui change énormément et toutes les transitions qui sont nécessaires. Alors, on est arrivé déjà au terme de cette émission, désolé, on pourrait discuter très longtemps. Et il y a une tradition, c'est souvent Christophe Léchirac qui opère pour une conclusion, mais là, c'est toi. Mais c'est Antoine qui le remplace au pied levé. Alors, ce que je dirais en conclusion, c'est que si on veut que la qualité des relations humaines se développe, il faut quelque part le reconnaître. Et le reconnaître, ça veut dire, si je prends par exemple les aspects techniques dans une exploitation agricole, on va reconnaître un savoir-faire, on va reconnaître une marge brute, on va reconnaître un EBE. Si je regarde la compétence environnementale, on va regarder un IFT, on va regarder des choses comme ça qui matérialisent vraiment le changement de pratique. Si on ne travaille pas sur la qualité des relations humaines pour qu'elles soient reconnues, pour qu'elles soient quelque part mises en valeur, eh bien, on n'arrivera pas à les développer. Et ça doit être accompagné par des procédures de formation, des procédures de transfert de compétences. Et à un moment donné, il faudra bien arriver vers une reconnaissance qu'une exploitation est une exploitation de qualité sur le plan des relations humaines, qu'un salarié est un salarié de qualité sur le plan des relations humaines. C'est dit. Pascal, merci beaucoup. Jean-Marie, Antoine et Eddy, merci d'être venus débattre de cette question essentielle des relations humaines. Et merci à vous.